moi je n'oublie pas que le président d'honneur du Front National a fait l'année, il y a quelques années, l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande. Donc tous les Français, ils ont ça en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme disait ma grand-mère, madame, les chiens ne font point des chats. Je constate que j'ai dû mettre un certain nombre de scuds à M. Montebourg pour qu'il en arrive à la fin du débat à retomber dans ces grotesques caricatures. Caricature, attaque et virulence censées favoriser la confrontation des projets. Les débats télévisés sont aussi un spectacle avec ses règles propres. Alors, quelles sont les recettes des meilleurs débatteurs? Quel impact ont réellement les arguments échangés? Et faut-il être un bon boxeur pour réussir en politique? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques dans l'arène, avec nous 4 invités. Bonjour. Nourdine Cherkaoui, spécialiste en coaching et média training chez Havas Paris. Patricia Balm, conseillère en communication, notamment politique. Marouane Méry, spécialiste en théorie comportementale et auteur de, je cite, Vous mentez ou comment détecter le mensonge et démasquer les menteurs aux éditions Erol. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer par celle qui fait l'objet de débats, justement, sur la manière de débattre avec elle. Je veux parler de Marine Le Pen, dont on a vu déjà un petit extrait dans le teasing. Un des derniers à s'être affronté à elle était Alain Lamassoure, tête de liste UMP aux élections européennes, l'Europe, justement, dont Marine Le Pen a fait un de ses thèmes de prédilection. Je vous propose de regarder un extrait un petit peu en longueur pour voir et analyser, justement, les arguments et la technique de chacun. C'est nous qui allons sauver les peuples européens. C'est nous qui retrouvons nos libertés, allons sauver les peuples européens. Très bien. Et vous allez les sauver où, Madame Le Pen? Au Parlement européen? Au Parlement européen? Madame Le Pen, je remercie David Pujadas. Pas vous. Oh là mais si, moi, madame. C'est bien. Moi, madame. Je remercie M. Pujadas de l'occasion de me permettre de rencontrer Mme Le Pen. Nous sommes ensemble depuis 10 ans au Parlement européen, nous n'avons jamais eu de débat. Vous me croisez beaucoup, M. Lamassoure, c'est pas vrai. Oui, on se croise dans les couloirs. On se croise dans les couloirs. Nous n'avons pas eu l'occasion beaucoup de débats. M. Jean-Marie Le Pen y est depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'ils y ont fait? Rien. Rigoureusement rien. Vous êtes vraiment d'une mauvaise foi inouïe, M. Lamassoure. Je vais vous dire pourquoi. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je comprends. Vous êtes non inscrit. Et ça vous empêche de faire quoi? Ça nous empêche de faire beaucoup de choses et vous le savez pertinemment bien. Mais vous savez... Ça nous empêche que vos amis et vous-même nous accordions par exemple un rapport. Avouez que c'est quand même très très rare. Ça nous empêche de déposer des amendements en plénière. Pas du tout, aucun. En plénière. Vous pouvez déposer tous les amendements que vous voulez. Vous avez des non-inscrits qui ont des rapports. Madame, est-ce que je peux parler? Laissez parler Alain Lamassoure, s'il vous plaît. Allez-y. Interrompre. Mais écoutez, on est là pour parler de politique et vous allez me ressortir. Alors je vais sortir. Non, Madame Le Pen, s'il vous plaît. Allez-y, Alain Simplement, Lamassoure. je vous fais remarquer tout à l'heure, je vous signale que quand il vous arrive de voter, parce que quand même, de temps en temps, Madame Le Pen et les 2 autres membres du Front National qui sont là votent, vous votez littéralement n'importe quoi, et en tout cas contre les engagements que vous avez pris. Par exemple, que vous avez voté en mars 2012, mais tout ça peut être vérifié. Ah mais moi j'ai tout, monsieur, y compris les vôtres. J'ai les vôtres, moi. Vous avez voté contre un amendement qui visait à plafonner les aides de la politique agricole commune pour limiter les aides données aux agriculteurs plus riches. Le rétablissement temporaire de contrôle aux frontières intérieures. On a eu un vote important en 1912. Vous n'étiez pas là. En 1912, oui, effectivement, je n'étais pas là. En 2012. Excusez-moi, c'est un lapsus. Votre vision des choses est tellement ancienne. Monsieur Lamassoure. Il y avait un membre du Front National, Monsieur Gollnisch, il a voté contre. Voilà, alors c'est un petit extrait, alors pas mal d'arguments. Et puis alors il y a ce que dit Alain Lamassoure, hein, vous avez tendance à interrompre quand vous êtes gêné, dit-il. Alors Marouane Méry, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec cette analyse, ou alors est-ce que tout simplement c'est une technique de Marine Le Pen. C'est vrai qu'on en parlera aussi, elle agite beaucoup ses feuilles, enfin elle est comme ça beaucoup dans les débats, mais que pensez-vous de cette remarque d'Alain Lamassoure? Alors, il a raison ou pas? C'est tout à fait pertinent. En l'occurrence, effectivement, on peut voir qu'elle est particulièrement mal à l'aise dans le
cadre du débat. Il y a plusieurs indicateurs et plusieurs indices qui peuvent le révéler. Dans le premier temps, il y a un peu de peur, on peut le voir. Quelquefois, les lèvres se rétractent vers l'arrière. La peur est une expression universelle d'émotion qu'on peut retrouver chez tout type d'individus, et elle le traduit bien. Il y a beaucoup de colère également réprimée. Vous savez, le muscle 23, il y a plus d'une quarantaine de muscles. C'est quoi le muscle 23? Il y a plus d'une quarantaine de muscles qui composent votre visage. Et le muscle 23, c'est le rétrécissement des lèvres. Et généralement, quand vous essayez de réprimer en fait votre colère, vous allez rester, on va dire, impassible, sauf qu'il va y avoir une fuite émotionnelle qui va arriver au niveau des lèvres. Les lèvres vont légèrement se plisser les unes contre les autres, comme ça, ce qui va justement laisser traduire en fait de la colère. Et après, on peut le voir, elle est particulièrement mal à l'aise, elle cherche dans ses papiers, elle ne les trouve pas. Donc elle perd en fait la contenance qu'elle peut avoir d'habitude. Donc je suis complètement d'accord avec ce que M. Lamassoure peut produire. D'accord, donc gênée, mais en même temps, c'est une posture, enfin, quand on regarde Marine Le Pen en débat, elle est souvent dans cette attitude, c'est assez emblématique, avec ses fiches, comme ça, à chercher des fiches, mais en même temps, pas forcément très offensive non plus. C'est une bonne débattrice ou pas, alors, finalement? C'est une très bonne débattrice, parce qu'elle a été à l'école de son père, qui est un tribun. Mais elle n'est pas dans le même registre. Non, mais elle a été à cette école. Ce qui est intéressant dans ce que l'on a vu, et c'est formidable ce que vous dites, parce que c'est un vrai décryptage, elle est visiblement mal à l'aise, c'est sûr. Elle cherche dans ses fiches, et en général, les débatteurs, quand ils sont mis en difficulté ou déstabilisés, ils cherchent quelque chose dans leur dossier pour s'en sortir. En même temps, dès le départ, elle se victimise. Et ça, Marine Le Pen, en communication politique, c'est la reine de la victimisation. Pas vous, non. Et elle sait faire dans ce cas-là. Mais là, on voit une vraie déstabilisation, alors que pour autant, Alain Lamassoure n'est pas forcément excellent. Bon, il y a ce lapsus, il n'est pas très bon. Il devrait avoir des phrases beaucoup plus concises. Il a des phrases très longues. En plus, l'attaque, elle est assez attendue sur la présence au Parlement. Elle est tout le temps attaquée là-dessus, Marine Le Pen. Donc, elle pouvait s'y attendre. Donc, si vous voulez, elle se débat face à quelqu'un qui est moins bon qu'elle, et elle n'est pas meilleure que lui. Donc, c'est... voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les hommes et les femmes politiques aujourd'hui se préparent, ça c'est sûr, elles ont leurs fiches, vous verrez dans les différentes séquences, on verra sûrement ça. Parfois ils s'en mêlent un peu. Ils s'en mêlent un peu, mais ils ne sont pas très entraînés. Parce qu'au fond, l'essentiel de leurs interventions aujourd'hui, c'est des interviews et c'est des discours. Et au fond, le débat est une période de risque. Et chaque fois que les entourages peuvent éviter un débat, ils le font. Alors ce qui est intéressant, c'est que M. Lamassoure utilise un argument classique, mais qui ne porte pas. C'est-à-dire qu'on saurait si les électeurs du Front National demandaient à Marine Le Pen d'avoir une véritable action au Parlement. Donc au fond, ça ricoche. Voilà, ça ne fera pas bouger les lignes. Mais du coup, on se demande presque pourquoi elle est gênée, finalement, parce qu'on a l'impression qu'elle ne cherche même pas à répondre. Elle agite ses fiches, mais on a l'impression qu'elle, sur le fond, elle ne répond pas. Oui, moi, je crois qu'elle réussit, d'une certaine façon, à entraver l'argument de son interlocuteur et à lui faire perdre toute efficacité. Parce que l'argument, c'est l'argument classique, mais en même temps, c'est assez... Enfin, on voit bien qu'il positionne son argumentation par-delà l'argument classique de l'absentéisme. Oui. Vous votez même contre vos convictions. C'est de la présence qui est de l'absence dans la présence. Enfin, c'est l'absence, c'est l'incohérence dans la présence. Oui, qui est son argument. Mais alors, le déroulé de l'argumentation peine, ça prend du temps, il y a des exemples, et elle avec son blocage permanent, ses interventions permanentes, ça ralentit encore le processus. Mais alors, au final, elle a réussi à entraver une argumentation pertinente. Alors, elle est mal à l'aise, mais elle entrave quand même, vous diriez? Moi, je dirais oui. Ouais. Match nul. Très honnêtement, c'est pas un débat historique. Ouais, c'est pas un débat historique. Ouais. On le retiendra pas dans les annales. Non, mais alors regarde, ni dans les cours pour nos étudiants. Alors justement, vous me tendez la perche. Là, les débats retenus dans les annales, il y en a quelques-uns qu'on a repris. Et alors, on va passer à un autre registre aussi, celui du registre technique, de l'expert en chiffres, justement, qui s'en mêle pas dans ses fiches et qui fait pas de lapsus. Et dans ce registre de l'expert, celui qui cite toujours les chiffres au bon moment et qui fait posture d'autorité, eh bien, un homme politique était passé maître, c'est Dominique Strauss-Kahn, économiste de formation. On revoit un extrait assez savoureux. On est pendant la campagne de 2002 et l'ex-ministre des Finances de Lionel Jospin est face à un homme qui fait alors son retour. Regardez. La question des charges sociales dans notre pays est une question centrale. Chaque fois qu'on a baissé les charges sociales, il y a un récent rapport de l'INSEE qui est très intéressant, qui montre que les allègements de charges de 93 à 97 ont créé 460 000 Ça a été contesté par tous les économistes, le rapport.
Non, mais je ne sais pas les économistes d'eau. En tout cas, l'INSEE existait avant les dits économistes. L'INSEE a contesté ce rapport lui-même. Ah bon, peu importe, continuez. Alors, baisse des charges. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Continuez. Merci. Merci, monsieur le professeur. Non, si vous étiez mon élève, vous n'auriez pas fait cette erreur. Non, mais pardon. Mais je ne le suis pas, justement. Bon, justement, c'est pour ça. C'est peut-être dommage pour moi. Mais enfin, merci de me donner l'autorisation de continuer avec Chabot. Je vous en prie. Mais ça ne se passe pas comme ça. Chacun peut avoir ses convictions. Voilà, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais en tout cas, on rit de la manière dont il tente de se moucher. Mais là, c'est quand même Dominique Strauss-Kahn, on a l'impression qu'il a l'ascendant, non? Là, Sarkozy fait preuve d'humour. Parce qu'il n'est pas nerveux, il est détendu, et même face à quelqu'un qui a un ton professoral, justement, il souligne, il stabilote le ton professoral de DSK pour rebondir. Et ça, c'est très fort. Et c'est vrai que là, Dominique Strauss-Kahn révèle une nature qui est un peu méprisante, un peu arrogante, un peu sûre de lui. Et finalement, les téléspectateurs, le public... Ils se mettent dans la peau de l'élève. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Et ça, c'est formidable. Et le public n'aime pas les politiciens arrogants. Et ce temps-là est dépassé. D'accord, parce qu'on pourrait dire Dominique Strauss-Kahn le mouche, si vous aviez été mon élève, etc. Mais non, on s'identifie à l'élève. C'est contre-productif. C'est contre-productif, vous êtes d'accord, Nourdine Charkaoui? En fait, ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy perd pied à un moment donné, on le voit, puisqu'il en appelle à Arlette Chabot. Mais juste après cette séquence, il va parler au professeur Strauss-Kahn en lui posant la question « Quelle est l'année où il y a eu le prélèvement obligatoire le plus important ?» 99, vous étiez ministre. Et là, il reprend la balle. Vous avez bien fait de situer ce débat. Pour Sarkozy, c'est indispensable de bien réussir, parce que c'est son retour en politique. Hein, après sa traversée du désert, etc. Il sera dans quelques mois ministre de Absolument. Et alors, effectivement, vous disiez après, il saisit la balle au bon, mais là, on avait quand même l'impression qu'il était un petit peu mal à l'aise. Alors, vous allez nous dire, parce que on est quand même sur le débat d'experts, le débat technique, puis lui, il s'en sort en parlant des convictions. Hein, il s'en sort sur le registre des convictions. Alors, Denis Bertrand, puis Marouane Mary. Oui, je crois que son dérapage se manifeste par sa chute. On a le droit à ses convictions, c'est pas pertinent. C'est pas une affaire de conviction, c'est une affaire de vérité ou d'inexactitude, en l'occurrence. Donc c'est une échappée. Ceci dit, tout de même, là où, à mon avis, Dominique Strauss-Kahn dérape dans le rôle du professeur, c'est le peu importe. Vous qui êtes professeur, c'est le peu importe. C'est le peu importe continuer. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, à mon avis, il se métamorphose dans le rôle de l'examinateur. Par une espèce de petite métamorphose interne. Il redevient complètement... Allez-y, continuez. On voit très bien, pour ceux qui ont fait passer des examens à des étudiants, on voit très très bien à quoi ça correspond comme attitude pédagogique sanctionnante, quoi. Un peu. C'est une réplique qu'on retrouve dans plusieurs autres débats. Hein. Oui, c'est vrai, c'est une posture classique. C'est pour ça qu'on trouve intéressant de la reprendre. Et attendez, on va laisser réagir Marouane Mary sur le malaise. Dans cet extrait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien de subliminal, en fait. Tout est criard. Le regard et la main qui s'exprime à un manant, en fait. Il faut le dire, hein, comme ça, qu'il le balaye. Allez, vous pouvez continuer hein, si vous le souhaitez. Mais Sarko, ce qu'on voit très bien, enfin, c'est Nicolas Sarkozy plutôt, au départ, vous le voyez également sur le visage, il est énervé, hein, mais encore une fois, il est capable de réprimer sa colère. Après, elle éclate réellement quand vous voyez le front qui s'affaisse, ainsi que les sourcils qui vont se rejoindre. La colère, en fait, s'exprime beaucoup plus, mais en l'occurrence, il s'exprime très bien sur le verbal, ce qui lui permet justement... d'extérioriser son émotion et de ne pas être piégé. Cela dit, peut-être qu'on pourrait se demander si Dominique Strauss-Kahn ne fait pas ça pour l'énerver volontairement, justement pour provoquer un dérapage. Dans un débat, c'est la grande technique, c'est-à-dire à quel moment, c'est comme un match de boxe avec le chaos. À quel moment l'un va pouvoir déstabiliser l'autre et par quel type de phrase? Parce que on sait très bien, et nous on prépare quand même des candidats à des débats, il est certain qu'on les prépare à l'avance, les petites phrases, certaines petites phrases qui ont fait mouche, qui sont restées dans l'histoire. Mais les petites phrases, pour déstabiliser l'autre, il faut les caser au bon moment. Et le moment est important. Et là, c'est pas le bon. Et là, c'est pas le bon moment. Parce que finalement, DSK... effectivement, est un peu agressif avec ses manières professorales, le prenant comme un élève, allez-y, avec, comme vous le soulignez, ce geste de la main. Et ce n'était pas le moment du débat, ce n'était pas le bon moment. Et dans les grands débats, les phrases qui font mouche, c'est lorsque l'adversaire, l'autre, n'est pas en situation de défense et n'attend pas la phrase qui va faire mouche ou qui va la battre. D'accord, oui, ça déstabilise pour surprendre dans un débat. Pour de bon. Dans le registre du débat technique, on en a vu un avec ce fameux jeu de rôle professeur-élève. Souvent, il faut bien le dire, c'est quand même des échanges
échange d'arguments et de chiffres hein, qu'on se jette un peu au visage, avec dans une autre figure aussi qu'on retrouve souvent, c'est celle voilà, du ministre, hein, de la personne en responsabilité face à un opposant. Alors je voulais vous montrer quelques exemples. Tombe-t-on pour autant dans l'indigeste? Vous nous direz d'abord avec François Fillon, ex-Premier ministre, face à Bernard Cazeneuve, alors ministre du Budget. Vous avez déclaré il y a 3 jours, je suis contre la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Vous êtes contre les mesures que nous avons prises sur le quotient familial. J'imagine que vous êtes contre que ça n'est pas la priorité de la réduction des déficits. Des mesures que nous avons prises concernant la branche famille. Mais que faut-il faire pour réduire les 2,5 milliards d'euros de déficit de la branche famille que vous nous avez laissés? Il faut prendre le problème de la sécurité sociale dans son ensemble. Vous vous précipitez sur la branche famille comme si c'était le problème majeur, alors que tous les autres sont bien plus graves que celui-là. Mais nous allons nous attaquer à tous les sujets, monsieur Fillon. Vous avez par exemple supprimé un certain nombre de mesures que nous avions prises pour que les dépenses de santé soient tenues. Et vous savez que ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire les dépenses de santé, sont en train de déraper à cause des mesures que vous avez prises. C'est faux. Vous avez évoqué tout à l'heure les emplois publics en disant on a créé 60 000 emplois mais on en a supprimé ailleurs, on va rester à effectifs constants. Ben, c'est justement ce que je vous reproche. Nous, on avait diminué les effectifs de la fonction publique d'État. Voilà, c'est ce qu'on appelle un débat technique. On commentera après ces 2 autres exemples de 2 autres ministres face à des attaques ciblées sur leur action. D'abord, Arnaud Montebourg face à Denis Père de Nous Citoyens. Ensuite, vous avez pris à partie la famille Peugeot, hein, dont la seule erreur à l'époque était d'avoir conservé trop d'usines en France. Vos prises de position, c'est connu aujourd'hui, ont fait casser l'acquisition de Dailymotion par Yahoo. Et par ailleurs, aujourd'hui, on empêche des entrepreneurs de lever de l'argent, de trouver les financements dont ils ont besoin, parce que ces messages sont passés. Pensez-vous que vos méthodes interventionnistes, vos pressions publiques, servent les intérêts de la France, M. Montebourg? Les méthodes que vous qualifiez sont d'abord justifiées par les faits. Que je sache, PSA, qui était dirigé par la famille Peugeot, est dans une situation difficile. Nous avons été obligés d'ailleurs de secourir cette entreprise en mettant 7 milliards de garanties. Donc moi, l'infaillibilité de l'actionnaire, je ne connais pas. Je connais d'ailleurs l'infaillibilité. La stigmatisation était nécessaire. Non mais écoutez, monsieur, dans un pays où déjà les Français sont divisés, où les Français ont tendance à être montés contre les chefs d'entreprise, Monsieur Montebourg, ça n'est pas constructif. Monsieur Père. Je ne sais pas ce que vous servez pas l'intérêt du pays en stigmatisant les chefs d'entreprise, Monsieur Montebourg. J'ai compris, vous l'avez dit 3 fois. Donc maintenant, je vous réponds, je ne dirai qu'une fois. Donc c'est simple, il n'y a pas de stigmatisation. Il y a juste des responsabilités qui sont pointées. Quand l'État met 7 milliards sur la table, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème avec l'actionnaire? Oui, il n'y a pas d'infaillibilité. Je ne connais pas d'infaillibilité ministérielle, je ne connais pas d'infaillibilité journalistique. La seule infaillibilité que je connais, c'est l'infaillibilité pontificale. Mais là, je ne pense pas qu'il y ait d'infaillibilité actionnariale. Donc l'actionnaire a fait des erreurs, on le dit, et on explique à l'opinion publique pourquoi on sollicite 7 milliards. On peut le dire différemment. Deuxième point, écoutez, excusez-moi alors d'être, j'ai peut-être été excessif, mais je ne retire en rien mes propos qui sont parfaitement justifiés. Voilà, ça démarre bien en tête et ça finit par une concession. Hein. J'ai peut-être été excessif. Enfin, dernier exemple, celui de Manuel Valls, alors encore ministre de l'Intérieur, face à Florian Philippot, qui l'attaque là aussi sur un sujet sensible, l'interdiction des spectacles de Dieudonné. Excusez-moi, vous vous êtes juste ridiculisé sur cette affaire-là. Parce que passer un mois sur l'affaire d'un humoriste, d'une quenelle, alors que les Français ont d'autres préoccupations et qu'ils vous attendaient sur la sécurité, les cambriolages, les agressions, la question des Roms et que vous n'en parliez plus, je crois que vous avez déconsidéré votre fonction. Vous avez créé un climat de tension dans notre pays, un climat malsain. Vous avez donné une image inquiétante de vous-même. Une image assez inquiétante. Vous croyez qu'on discutait de l'immigration et notamment, je ne savais pas que j'allais avoir droit à un portrait psychologique de M. Philippot. 87% des demandes de retrait de tweets sur Twitter dans le monde en 2013 provenaient non pas de la Chine, de l'État français. Bon, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment de profiter de cette affaire-là à des fins personnelles, pensant à 2017, et au passage, de passer par pertes et profits les libertés publiques? Bon, votre réponse, et puis on en termine. Davantage votre vrai visage dans cette diatribe sur des sujets très différents sur l'immigration, parce que sur ce sujet-là, vous en faites... Pardon. Vous êtes dispersé. Vous avez beaucoup parlé. Il vous répond, et puis on en termine. Allez-y, Manuel Valls. Sur ces sujets-là, je suis concentré, la sécurité des Français. Et d'ailleurs, vous parliez de Forbach. Vous l'avez fait il y a un instant, vous y êtes
candidat, c'est tout à fait votre droit. Nous avons mis en place, oui, une zone de sécurité prioritaire. Oui. Monsieur Oui, Philippot, il vous répond. il y a des problèmes de sécurité. Vous avez dévalué Saint-Avold, Sarreguemines et Frémin vers le bac. Donc on attend notre Il y a des problèmes de sécurité. On profite pour passer le message. Vous êtes en face de dans moi. notre ville. Là, nous avons obtenu, grâce au travail et à l'engagement de la zone de sécurité prioritaire, nous avons obtenu les résultats, moins 7% dans la lutte contre les violences aux personnes, moins 12% dans la lutte contre les atteintes aux biens. Voilà, hein, et donc là, Manuel Valls ne répond pas du tout. Il est venu débattre de la sécurité, et ben ma foi, il rentre pas sur les... voilà, il refuse d'aller sur les sujets qui sont pas au menu, au programme tel qu'il l'envisageait. Du coup, on a 3 cas, 3 ministres avec des techniques assez différentes. Je voulais savoir tout simplement lequel vous semble le meilleur, voilà, dans cet exercice. Nordine Cherkaoui. Le plus flamboyant, Arnaud Montebourg. Celui qui incarne l'autorité, Valls, c'est pardon, excusez-moi, je continue, qui manie même un peu l'humour, avec le portrait... Sur le portrait psychologique. Pour se moquer un peu de M. Philippot. Oui, enfin, on ne comprend pas très bien en fait en même temps. C'est pas... Toutes vos attaques ou vos contre-attaques ne font pas forcément mouche. Des fois, vous êtes pris de vitesse et vous essayez simplement de vous libérer de l'emprise. D'accord, en disant n'importe quoi, en fait. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et puis, vous avez le débat soporifique, Fillon-Cazenave. Voilà, on ne retient pas grand-chose. Je pense que le public décroche très vite. Voilà. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas. Dans ce type de... C'est-à-dire de rester sur les arguments, c'est ça, de pas... C'était François Mitterrand qui disait que... De pas personnaliser. C'est pas ça. Mitterrand disait que le fond et la forme vont ensemble dans un débat. Là, il n'y a pas la forme. Chacun est dans son registre classique. C'est comme si vous aviez 2 boxeurs qui ne faisaient que des directs. Eh bien, vous voyez bien que ce soit Valls ou Montebourg, ils utilisent des crochets, des uppercuts. Ils font vivre le débat. Il y a des changements de registre. Il y a des changements de registre. Là, il n'y en a pas, c'est mort de plaine. D'accord, donc on s'ennuie et donc on n'écoute même pas. Patricia Balme. Je vous rejoins sur ce que vous venez de dire, mais c'est parce qu'aussi le ton de Cazenave et de Fillon est monocorde. Le ton, les 2 tons. Donc si vous voulez, ça endort, c'est une sorte de berceuse. Je pense aussi que les Français qui regardent des débats n'ont pas envie de chiffres et de choses techniques. Parce que ce n'est pas le sujet d'un débat. Le sujet d'un débat, qu'est-ce qu'attendent les Français? Pourquoi les débats présidentiels font entre 17 et 23 millions de téléspectateurs? C'est parce que c'est les jeux du cirque. Oui, c'est du ça, sang, des larmes, le sang, celui qui va être KO. Ouais. Et c'est passionnant parce que les Français sont passionnés de politique. Et là, il ne s'agit même plus de politique. Il s'agit de parler de technique, de réforme de l'État, de sujets absolument barbants. Et puis surtout sur lesquels on n'arrive pas à faire la part des choses entre les chiffres qui sont jetés d'un côté et de l'autre. Avec le même ton, le même type de personnalité, les deux sont... Tandis que Valls ou Montebourg, alors Montebourg c'est un acteur de théâtre, il est théâtral, il a raté sa vocation, c'est un acteur de théâtre classique Montebourg avec de grandes envolées, des formules, des gestes. Il a une chose de formidable Montebourg par rapport à Valls, c'est qu'il occupe l'espace. Quand il est quelque part autour d'une table, Montebourg a une gestuelle très ouverte et il se place et il en impose. Oui, il y a une éloquence. Une éloquence, une gestuelle. C'est un acteur de théâtre classique. Valls est un peu plus réduit. Oui, vous disiez, il est très bien. Enfin, dans l'extrait, vous faisiez un commentaire sur sa manière de réagir. Donc, vous disiez, il ne bouge pas, c'est très bien. Alors, Valls, ce qui est formidable, c'est qu'il a une technique qui est usée et qu'on connaît par cœur, mais qui est excellente. C'est lorsque vous laissez parler l'autre, le candidat d'en face ou le débatteur d'en face, et vous le laissez parler longtemps, vous ne l'interrompez jamais. Quand vous prenez la parole, vous ne la lâchez plus et vous pouvez dire à l'autre « Je ne vous ai pas interrompu, maintenant laissez-moi parler ». Et c'est une excellente technique dans un débat. Même s'il parle de complètement autre chose et il ne répond pas du tout. Aucune importance. Aucune importance. Il saisit la parole, c'est la prise de parole. On oublie le sujet, quoi. Ce qui compte, c'est le... Bien sûr. Il a laissé parler l'autre, donc il demande la réciproque. Et ça, c'est une technique. Sur Montebourg, justement, parce que vous l'avez dit, il fait de l'humour, l'infaillibilité pontificale, qu'il utilise plusieurs fois. L'autre se répète peut-être, mais lui aussi, on a l'impression qu'il a trouvé la formule. Il a trouvé la formule. Il en abuse. On attendait qu'il parle de l'infaillibilité gouvernementale. Et puis, il lâche du terrain en disant « J'ai peut-être été excessif, je m'en excuse ». Et on se demande en voyant ça si en fait il change de stratégie en cours de route parce qu'il est gêné, il s'est un peu pris, il se rend compte qu'il n'est pas parti dans la bonne direction, ou alors si c'est calculé, anticipé. Marouane Méry sur sa manière de gérer, peut-être un petit mot en termes de gestuelle, et puis vous réagirez sur le changement de pied.
Et je vais rejoindre directement ce que disait Madame sur la gestuelle. Ce qu'on appelle les illustrants, c'est votre capacité à occuper l'espace et ce qui vous permet d'accompagner votre discours. Voilà, exactement. Donc ça donne du relief. Et sa vraie force, effectivement, c'est qu'il occupe bien l'espace et, je reprends également vos termes, c'est un acteur. La force également de Montebourg, c'est qu'il y a congruence entre ce qu'il peut dire et ce que son corps peut manifester. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Mais en l'occurrence, il est très bon là-dedans. Et donc du coup, ça lui permet d'asseoir une certaine autorité sur le sujet. Pourquoi le premier débat pour, à mon avis, en fait, usait et était particulièrement inintéressant, c'est qu'on était sur du positionnisme, en fait. Il y a un principe de base, notamment en négociation, c'est que la contre-argumentation mène au positionnisme. Chacun reste ancré sur sa position, ce qui ne permet pas, justement, d'ouvrir le débat. Et donc, du coup, on s'aliène, malgré nous, le public. Il ne faut pas augmenter les cotisations exactement. sur sa position. Et donc, du et coup, le public autour d'eux, plus personne s'occupe, en fait, du public et puis de leur auditoire. Le match, il est uniquement concentré sur leurs deux personnes. Et sur le retournement de Montebourg, alors selon vous, c'est quoi? C'est qu'ils se rencontrent en cours de route ou c'est... J'ai pas répondu à cette question. Je suis désolé. Alors allez-y, et puis chacun son... Alors pour moi, en l'occurrence, c'est volontaire. C'est pas comme dans les débats télé, ici il faut répondre. Exactement, non, j'ai un peu digressé. En l'occurrence, pour moi, c'est volontaire, parce que c'est une technique de communicant, voilà, que j'ai pu voir également dans d'autres univers, ce qui lui permet pour moi de reprendre l'ascendant. Donc, il fait amende honorable, voilà. Petite concession pour marquer un point. Exactement, ça ne coûte pas grand-chose, et ce qui lui permet de reprendre l'ascendant. Voilà. Vous êtes d'accord? Je suis totalement d'accord. Et puis, Montebourg découvre son adversaire. Hein. C'est la première fois qu'il le débatte en public. Oui, Denis Père n'est pas forcément quelqu'un de très connu. Il n'est pas connu, voilà. Et il commence par un réquisitoire. Donc, Montebourg ne sait pas comment répondre à ce réquisitoire. Donc là, il est surpris au départ. On le sent qu'il a du mal à accrocher face à Denis Père. Ouais. C'est quelqu'un à suivre, donc. D'accord, et d'où cette petite concession, etc. C'est aussi un moyen de reprendre pied. Mon voisin a très bien expliqué ça. Alors, on a évoqué différents styles. Là, il y en a un sur lequel je voudrais revenir. Alors, assez rare, nous a-t-il semblé, du moins dans la palette dont on dispose aujourd'hui, parmi les hommes politiques français. Je voulais savoir si vous la jugiez intéressante, pertinente. Alors, elle concerne Jean-François Copé. Alors, indépendamment, évidemment, de toutes les récentes péripéties, on se place vraiment dans la technique de débat. Jean-François Copé qui se place donc systématiquement dans le registre de l'ironie. Exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, face à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Les trois sont réunis. C'est un débat lors de la campagne des européennes. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Et ça, c'est pas l'Europe, c'est la France. Ça commence par exemple par arrêter d'être le pays le plus attractif socialement pour les immigrés en situation irrégulière. Ça veut dire supprimer l'aide médicale d'État. Je suis vraiment confus, ça prouve vraiment bien qu'on n'est pas dans la même coalition. Non. Écoutez, vous ne faites pas plaisir à bon compte, Madame Le Pen. Il y a suffisamment de sujets sur lesquels on est en désaccord. Bon, écoutez, si ça vous fait plaisir, c'est l'essentiel. La seule chose que je puisse... pour qu'Ebola tue tout le monde, parce que si on n'assiste pas les gens qui sont malades, les microbes, ils ne savent pas, si vous voulez, s'ils rentrent chez quelqu'un qui a des papiers ou pas. Voir le Front de gauche au secours du Front National, c'est pas troublant. Je termine. Ne faites pas le Eh bien, écoutez, écoutez-moi. C'est autobiographique, ça, Monsieur Mélenchon. Attention à ce que vous dites. À ceci près, Monsieur Mélenchon, que sur la question de l'aide médicale d'État, c'est pas le problème d'Ebola. C'est tout simplement que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens. Sauf pour Ebola, d'accord. Attendez, laissez terminer Jean-François Copé. Pour faire en sorte que M. Mélenchon se détende un peu et qu'on puisse tranquillement dire ce qu'on pense. Bien, allez-y. Moi, vous m'amusez alors. En plus, je vous distrais, donc tout va bien. Donc je voudrais juste terminer là-dessus. C'était très bien qu'on demande à Mme Le Pen ce qu'elle propose, parce qu'effectivement, dès qu'il s'agit de dénoncer, de diagnostiquer les malheurs de la France, ça, elle est excellente. Et d'ailleurs, à vrai dire, on est tous à peu près capables de faire pareil. Dès qu'il s'agit d'en venir aux propositions... Non, il faut un peu de courage, Monsieur Copé, pour le faire. Non mais Madame Le Pen, arrêtez donc... Il faut ne pas avoir peur du politiquement correct. Un, vous n'êtes pas obligé d'être agressif. Deux, vous n'êtes pas obligé de donner des leçons. C'est vous qui êtes méprisant. Ça, depuis tout à l'heure, c'est vous. Moi, je vais vous dire, c'est même d'autant plus facile à voir que vous parlez tout le temps et qu'on ne peut pas en placer une. En fait, vous êtes tout le temps méprisant. Vous vous rendez même plus compte, en fait. Oui, écoutez, vous êtes sans doute aveuglé par votre caractéristique permanente qui consiste à agresser les autres dès que vous envoyez un. Personne. Moi, je suis une femme de conviction. Non, vous êtes une femme qui agresse. Je crois ce que je dis. Pas du tout. Vous agressez, vous faites croire que c'est vous la patriote, alors que tout ce que vous proposez, l'essentiel du temps, c'est plutôt pour paralyser le pays. Donc je voudrais juste répondre à tout cela. Allez-y. Méprisant, dit Marine Le Pen dans le débat. Clown, dit Mélenchon. Alors que dit Denis Bertrand?
Ben, je crois qu'il perd le contrôle de son discours. Là, il a fait. Moi, je dirais qu'il y a ce qui apparaît, c'est une sorte de pataquès. Alors là, du coup, on a une dramaturgie formidable. C'est intéressant, c'est drôle, c'est comique, parce qu'il y a 3 personnages. Oui, c'est ça. Il joue deux matchs en même temps. Oui, on est un peu dans la commedia dell'arte. Là, il y a une espèce de jeu de ping-pong, un match à 3 bandes. Ça part dans tous les sens. Mais lui, il a perdu le contrôle de son exposé au départ. Il avait installé un propos, une thématique, il s'est heurté à une première objection, puis une deuxième, il s'est retrouvé pris dans un punching ball de discours. Absolument. Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Et il a raté. Et en fait, pardon, allez-y. Il est totalement pris en tenaille dans l'agressivité de ses 2 partenaires. Mais alors on disait qu'il fallait des ruptures, du coup. Est-ce que finalement, il ne crée pas cette rupture avec aussi, je parlais d'ironie dans le lancement, mais c'est vrai qu'il me paraît un peu, voilà, comment faire pour que M. Mélenchon se détende un peu? Oh, on ne peut pas en placer une. Voir le front de gauche au secours du FN. Enfin voilà, on a l'impression qu'il est assez ironique. Il est rentré, pardon, dans cette chose trappe qui consiste à, surtout dans les débats à plusieurs, c'est extrêmement difficile. Si vous suivez les commentaires de celui qui est à droite, celui qui est à gauche, c'est fini, vous avez perdu. C'est ça ce qui s'est passé. Copé a sûrement les sondages, il voit que le Front National est devant, il doit se démarquer à tout prix, il fait ce qu'il peut. Ce qui est intéressant, c'est aussi la passe d'armes avec Mélenchon sur le clown. Puisque je pense que ça va rester pour Mélenchon comme une marque indélébile. C'est Cahuzac qui l'avait traité de clown, et quelques débats plus tard, il y a cette passe d'armes en disant c'est autobiographique l'histoire du clown. Donc pour Mélenchon, il faudrait qu'on suive plus tard pour voir si cette image de clown va impacter sur sa crédibilité. Et puis Copé fait du Copé. On pourrait reprendre toutes les séquences. C'est quoi du Copé? Toujours le même registre. Parce que je disais un peu d'ironie, c'est ça, un peu de distance. Il y a un peu d'ironie, il y a un peu de distance, il y a quelques chiffres. Il n'y a pas d'âme. C'est très technique. Depuis longtemps, et indépendamment des problèmes à l'UMP actuels, mais je veux dire, depuis longtemps, Jean-François Copé n'est pas très bien placé dans les sondages. C'est vrai que c'est pas une personnalité politique très bien classée. Est-ce que c'est lié à ce style? Parce que c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de débats, pour le coup. Alors, à la différence des autres, il a fait pas mal de débats. C'est quelqu'un qui prépare. Il a même fait une émission il y a quelques années où on le voyait dans les coulisses quand il était porte-parole. Il est entraîné, quoi. Il est entraîné, mais il est toujours sur le même registre. Il ne touche pas le public. Pourquoi il en est là dans les sondages et pourquoi il a baissé considérablement? C'est quelqu'un qui n'a pas su fédérer émotionnellement autour de lui et d'attirer ce qu'on appelle l'adhésion affective. L'adhésion affective en politique, c'est essentiel pour réussir. Il n'a jamais su le faire parce que lui-même n'a jamais été dans une sorte d'empathie, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Il est resté, entre guillemets, la brute, c'est pas une insulte de ma part, c'est une caractéristique. L'empathie affective, ce que vous évoquiez avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure, qui se met dans la posture de l'élève et qui signale que l'autre est le prof, enfin voilà, en mettant un peu le public de son côté. Marouane Méry, peut-être un mot sur Jean-François Copé, peut-être sur Marine Le Pen aussi, qui rit à gorge déployée. Je trouvais ça intéressant de la voir rire comme ça. On se demande si elle rit ou si elle rit jaune d'ailleurs. Alors si on commence par pas Jean-Marie Le Pen, par Madame Le Pen, le rire il est forcé parce que il n'y a pas de véritable sourire. En fait, c'est la contraction simultanée du muscle buccal et oculaire, ce qui va plisser vos yeux. Et là, en l'occurrence, ils sont à peine plissés, donc c'est plutôt un rire forcé pour se moquer de lui. Donc c'est un rire moqueur. Ce qui est intéressant, c'est Copé, effectivement, qui perd le contrôle de la situation là. Et vous voyez également au niveau de la gestuelle. Regardez ce qui se passe, c'est que comme il est attaqué par différents adversaires, entre guillemets. Donc il va se tourner à droite, il va se tourner à gauche, et qu'est-ce qu'il va faire? Sans arrêt, il va se justifier. Il y a un principe de base aussi, notamment quand vous êtes attaqué, c'est de jamais vous justifier. Toujours réagir par une question. C'est l'art du retournement. Et là, en l'occurrence, comme il se justifie, forcément, il perd pied, il s'enfonce et il s'enfonce. Et le problème, il va quitter son pupitre. À un moment donné, regardez-le, il l'abandonne et il se tourne vers eux comme ça, il se tourne vers Mélenchon comme ça. Et donc, du coup, il oublie le public. Et ça devient juste une petite guéguerre entre deux. D'accord, là, il y a unanimité sur l'attitude de Jean-François Copé. Alors, on l'a vu, donc débat télé égal champ de bataille avec des arguments techniques, des postures d'autorité, de l'ironie. Parfois c'est à fleur et moucheté, parfois aussi en assumant la violence des attaques. Alors certains débats sont restés dans les mémoires, on en parlait tout à l'heure. Il y en a eu un, notamment, qui a marqué par
je sais pas si sa violence, peut-être, peut-on dire, celui de 1989 entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, qui vient alors de créer la surprise en se faisant élire député à Marseille. Alors ce jour-là, TF1 avait convié l'UDF, le RPR, le PS et le PC, mais en apprenant la venue de Jean-Marie Le Pen, et bien les quatre se décommandent, et c'est Bernard Tapie qui se propose pour les remplacer au pied levé. Un extrait du débat. Moi, je pose la question à Bernard Tapie. Voilà. Si vous êtes le caïdos que vous prétendez être, si vous aimez le sport et le challenge, vous avez la possibilité de me rencontrer en face à face, monsieur Tapie. Vous n'avez qu'à faire ce que monsieur Arpaillange aurait dû faire, démissionner de votre mandat à Marseille, et nous faisons, devant le peuple marseillais, une vraie campagne électorale. Tapie contre Le Pen, l'avocat de la bande des quatre contre l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir qui va gagner. Alors, le mais ça, face-à-face, vous il ne est le là, hein. ferez Pour pas. l'instant, vous êtes là Mais face vous à ne face. le ferez pas, monsieur Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. Mais vous êtes avocat de la bande des quatre, ils n'ont pas voulu venir, et c'est ça le vrai problème. Monsieur Tapie n'a pas beaucoup d'intérêt dans cette affaire-là. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes sorti avec des vous. bas-fonds, on le sait, oui, soyez poli. oui. Vous avez dû apprendre à parler La depuis seule que vous êtes différence, sorti. la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Vous êtes en train actuellement de commencer à accuser de nouveau la bande des quatre. Les quatre ne sont pas là. Moi, je suis là pour vous répondre à vous. Bon, ce qu'il est en train de faire, c'est justement ce que la classe politique veut pas. C'est lui servir pour faire des numéros de cirque. Voilà, un hableur, matamor, tartarin, vous dites n'importe quoi, voilà. Débat viril, dira-t-on, pugnace, agressif. Mais alors il arrive que cette agressivité, cette violence soit peut-être moins voyante, mais quand même assez présente. On a l'impression que c'est peut-être plus le cas dans les débats récents, où on a l'impression qu'on a plus ce genre comme ça de coup de gueule là, sur les plateaux télé, ou du moins beaucoup moins. Exemple donc d'une autre violence, mais peut-être plus feutrée, celle du débat entre Laurent Fabius et Nicolas Sarkozy. C'est pendant la présidentielle de 2012, et Laurent Fabius vient de rallier la candidature de François Hollande. Écoutez. Les paroles, on vient d'en entendre beaucoup, les unes pertinentes, les autres désagréables et même violentes. J'étais là lorsque vous avez proféré des accusations sans fondement contre François Hollande, mais je vais y venir. Mais ce qui compte... Violente, dites-vous, monsieur Fabius? Je ne vous savais pas si sensible. Restons sur le mot violent. Qu'est-ce qui est violent, monsieur Fabius? Dire... j'aurais voulu développer mon propos. Alors, comme vous voulez, soit vous souhaitez répondre à Nicolas Sarkozy, soit vous souhaitez développer votre propos. Vous me dites que j'ai été violent. Le mot est fort. Virulent. Ah, déjà, ça change. Oui. Déjà, ça change. Mais vous êtes un homme pour qui, je l'ai dit, j'ai de l'estime. Mais les mots ont un sens. Vous dites au président de la République, candidat, vous avez été violent. Si j'ai été violent, je veux pouvoir m'en excuser ou m'en justifier. Quel mot vous a choqué à ce point? Je vais venir à mon propos, si vous me le permettez. Bien sûr. Mais j'étais là, écoutant la fin de votre propos, lançant des accusations sans aucun fondement contre François Hollande, dire qu'il ne sait pas dire non, dire que le Parti socialiste, pendant des années, a été dirigeant des députés du bon sens. Je ne sais pas si c'est virulent, violent, en tout cas c'est faux. Maintenant, je viens à mon propos. Juste un mot, parce que écoutez, il faut que je confesse quelque chose, c'est que je me suis inspiré de vous. Oui. Oui, parce que... allez-y, je vois que vous lisez vos fiches. Pour être élu président de la République, je vais vous dire les choses clairement. Je crois qu'il y a deux personnes, moi mis à part, c'est Laurent Fabius qui parle, qui ont la carrure. Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry. Vous trouvez que c'est plus aimable que ce que j'ai dit? Vous avez dit, franchement, vous imaginez Hollande président de la République? On rêve. Vous trouvez que c'est plus aimable? Alors, on va y venir. Peut-être pourrais-je à un moment développer mon propos. C'est le mot violent, excusez-moi. Peut-être. Mais je vais vous répondre tout de suite sur le point que vous soulevez. Je n'ai pas eu toujours de bons rapports avec François Hollande. Et au départ, ce n'était pas mon candidat. Mais il s'est lancé dans la bataille il y a 1 an, à travers des primaires. Je n'ai pas eu le sentiment que vous aviez affronté des primaires. D'ailleurs, peut-être n'auriez-vous pas été désigné, je n'en sais rien. En tout cas, il a été désigné brillamment.
Il a fait preuve de ténacité. Il a su dire oui, il a su dire non, M. Sarkozy. Je peux vous dire, ce ne sera pas nécessairement agréable pour vous, qu'entre vous-même et François Hollande, la comparaison est en faveur de François Hollande. Maintenant, je viens à mon propos. Voilà, alors c'est plus posé évidemment dans la forme que le Pen tapis qu'on a vu tout à l'heure, mais par rapport aux autres extraits qu'on a vus en cours d'émission, depuis le début de l'émission, c'est quand même assez violent. Et d'ailleurs, ce débat avait marqué les esprits par sa violence. Alors, ont-ils raison d'aller dans ce registre, Nordine Cherkaoui? Le type de débat, Le Pen tapis, je pense qu'on ne retrouvera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que des tribuns de cette nature, il y en a moins. Et puis parce que le politiquement correct, là, de la communication, fait qu'on va lisser au maximum... Parce que c'est trop risqué d'aller dans ces registres. C'est trop risqué. Mais on le voit bien, c'était pas préparé. Ils partent l'un et l'autre... il y a une course de testostérone visible. Là, le débat avec Nicolas Sarkozy et Fabius, c'est une colère froide. Nicolas Sarkozy veut faire un point de fixation sur ce mot violence et il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas. Et du coup, il dévie toutes les autres critiques pour que Fabius admette que ce n'était pas violent. C'est plutôt fort, voilà. Mais puis pour envoyer à Fabius tout ce des critiques qu'il faisait lui-même sur François Hollande. Si vous voulez, il profite d'une faiblesse de l'adversaire pour pouvoir après passer son argumentation qu'il avait préparée, bien sûr. D'accord, l'autre dit le mot violence, paf, il accroche le truc et il sort ses arguments préparés. D'accord. D'un débatteur. Saisir l'opportunité. Voilà. D'accord, Patricia Balme. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il y a une chose qui est très intéressante dans l'élocution de Fabius. Fabius se rend compte à un moment donné qu'il est un peu en perte de vitesse dans le débat et qu'ils vont partir sur ce sujet. Oui, parce qu'il parle tout le temps de revenir à son propos, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qui n'a rien à voir avec le sujet là dont il parle. Il n'accélère plus et il parle très lentement pour retarder le moment fatidique. Comme Fabius est un esprit brillant et très intelligent... C'est quoi le moment fatidique où il va se prendre les remarques? Les remarques de Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il avait dit sur Hollande. Et donc, comme il ralentit son débit verbal, pendant ce temps, son cerveau fonctionne à toute allure pour savoir comment il va s'en tirer, comment il va répondre. Et là, Fabius, formidable, se rattrape en faisant ce que l'on appelle du storytelling, en racontant son histoire par rapport à François Hollande. Il ne le soutenait pas au départ, et puis voilà, et puis finalement, ça a été le plus brillant, et il se rattrape formidablement. Ah oui, oui, parce que c'est ça qui est frappant, et c'est pour ça aussi qu'on a pris cet extrait, c'est que tout à coup on a l'impression de quelqu'un, d'ailleurs vous nous direz, mais qui nous fait un grand exercice de sincérité, quoi. On a l'impression qu'il nous ouvre son cœur. Il raconte son histoire avec Hollande. Son histoire, voilà. C'est très beau, c'est comme une épopée. Vous êtes, que pensez-vous de son attitude, de son malaise aussi, vous le sentez quand, dit Patricia Balme, il parle très lentement pour réfléchir à toute vitesse, et puis de sa manière de se rattraper. Alors, vous voyez également la déglutition qui va augmenter. Généralement, la déglutition à vide, c'est 1 fois par minute chez un être humain en moyenne. Là, ce qui va se passer, il va en produire 4 à 5 par minute, donc on voit clairement que ça exprime le stress. Ouais, regardez-le, ça permet juste de l'illustrer. Et le plus flagrant, c'est la micro-expression de peur. Si vous la codez, elle dure 1/10 de seconde. C'est laquelle? Quand il fait ça, avec les lèvres, et qui se rétracte vers l'arrière. Donc là, il réalise qu'effectivement, il est sur un terrain glissant. On arrive au terme de cette émission. Alors vous disiez finalement les débats sont beaucoup moins violents aujourd'hui parce que voilà, plus cadrés, plus de conseillers, peut-être moins de prise de risque. Vous avez un petit constat à faire là-dessus, Denis Bertrand? Il y en a quand même qui s'en sortent bien dans ce qu'on a pu voir avec des postures. Ce qui me frappe depuis le début de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la présence de la politesse. Et l'excès de politesse, parfois. L'excès de politesse, c'est le caractère, la force protectrice de la politesse. C'est une véritable protection symbolique qui permet de masquer les colères froides, les attaques souterraines, les attaques angulaires, les possibilités de faire déraper les choses. C'est un art, vraiment, il faudrait reprendre, tant entendu la théorie, les grandes théories du courtisan et des arts de la parole. On est dans le fleuret moucheté. D'accord, donc en fait, la politesse comme arme des débats, peut-être plus aujourd'hui qu'auparavant. Écoutez, merci pour ces analyses. Merci à tous les 4. Merci à Marie Lebon et à Robin Panilla qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour pouvoir revoir tous les deux amis en lit. La violence
maintenant, elle est vis-à-vis des journalistes. Un Mélenchon, une Marine Le Pen, mais aussi de temps en temps des gens de la droite ou de la gauche renvoient les journalistes dans leur corde.